stratégie aurait fonctionné, la marée humaine qui s'est ruée ce samedi 3 décembre au meeting de Abdoulaye Baldé était une réponse jetée en plein visage à tous ses adversaires de la classe politique. Avec cette foule, Abdoulaye Baldé a démontré qu'il était encore solvable aux yeux de la nation sénégalaise et qu'il continue de séduire ses militants. Avec près de 20 ans de carrière, Abdoulaye Baldé s'est enorgueilli d'avoir pris une part active au régime de Abdou Diouf et est revenu avec fierté sur ses époques de gloire dans le Parti démocratique sénégalais auprès de Abdoulaye Wade. Pour faire dans la massification et se doter de moyens, le leader de l'UCS, Union centriste des Sénégalais, affirme que l'heure est venue de rentrer dans la stratégie de la coalition. Notre parti l'UCS ne pourra jamais à lui seul gagner une élection au Sénégal, malgré les efforts que nous avons consentis. Il nous faut bâtir donc des alliances. Comme tout le monde le sait, nous sommes membres du Front FPDR et du Front Manko Wattu Sénégal. Mais ceci n'est un secret de polichinelle pour personne que ces deux fronts ne sont nullement des coalitions électorales. Donc notre mission pour les jours à venir, c'est de travailler autour d'une bonne et grande coalition électorale pour aller aux élections législatives qui avancent à grands pas. Et en effet, si le 2 juillet constitue la date effective d'organisation des élections législatives, ce sera donc au mois de mars 2017 qu'il faudra constituer les dossiers et déposer les listes de candidature. Il est donc important de savoir durant le mois de décembre ou le mois de janvier comment y aller et avec qui y aller. Les dés sont jetés et pour ceux qui savent décrypter les messages politiques, la direction de l'UCS est déjà connue. Mais seulement le leader de toutes les générations politiques semble vouloir faire durer le suspense. Après 22 ans au pouvoir, Yaya Jammeh vient d'être débouillonné par l'homme d'affaires Adama Barrow lors de l'élection présidentielle de jeudi dernier. À Ziguinchor, la plupart des populations apprécient positivement le choix porté par les Gambiens sur le nouveau locataire de State House. On est vraiment content. Ça, c'est des leçons à tirer pour l'Afrique. Parce que c'est ça la démocratie. Ouais, c'est fini, ça doit être maintenant fini pour les présidents africains qui dirigent des pays pendant 20 ans, 15 ans, 17 ans. C'est la dictature. Tout le monde est content maintenant. Il faut qu'il y ait une alternance parce que c'est attendu, parce qu'on ne peut pas concevoir un président, surtout dans des pays d'Afrique, 26 ans au pouvoir, et qu'il n'y ait pas cette avancée au niveau de l'économie pour dire l'émergence du pays, quoi. Pour ce nouveau président, nous dirons qu'il soit le bienvenu. Selon certains Ziguinchorois, des changements vont être apportés en Gambie par ce nouveau président. Cependant, d'autres restent sceptiques. La population gambienne, autant qu'ils ont confiance au nouveau président, ils n'ont qu'à le laisser, ce n'est pas du tic-au-tac. Ouais, il a tout le temps. Ouais, il a tout le temps. Il va faire un grand changement pour la Gambie. Il y aura un changement, mais pas dans l'immédiat. Je suis un peu sceptique par rapport à cela, parce que jusque-là, le président sortant, Yaya Jammeh, on ne sait pas réellement quelle sera sa position par rapport aux jours à venir. Bon, espérons qu'un changement s'opérera, mais bon, je suis toujours sceptique là-dessus. La traversée du bac gambien reste le problème majeur des voyageurs sénégalais. Aujourd'hui, avec ce nouveau régime, ils pensent que la construction du pont sera encouragée. Pour aller en Gambie, à Dakar, tu as tous les problèmes au niveau de la bague. Mais avec lui, ça va être plus facile que Yaya Jammeh. Parce que Yaya Jammeh, lui, c'est autre chose. Désormais, Adama Barrow reste l'homme fort de la Gambie. Une élection qui plonge les populations du Sud dans l'espoir d'un renforcement des relations entre le Sénégal et la Gambie. Avec Marie, suivons le Christ aujourd'hui dans l'église de Ziguinchor. C'est le thème de la 7e édition du pèlerinage diocésain de Ziguinchor. Un événement qui a réuni ce samedi dernier les fidèles chrétiens des différentes paroisses du diocèse.
Comme à l'accoutumée, le pèlerinage commence par la marche dont le sens est donné ici par les pèlerins. On sent la présence du Christ et Maman Marie qui marche à côté de nous, même si on ne les voit pas. Mais quand même, ils sont présents avec nous. Cette marche qui nous a été invitée à tous jeunes du diocèse de Ziguinchor, c'est aller vers notre maman, notre dame de la mission à Popenguine, par l'écoute de sa parole, mais aussi en méditant les paroles que le Christ ne cesse de nous demander, surtout en ce temps de l'Avent. Ce pèlerinage est une occasion pour tous les fidèles d'approfondir leur foi. C'est pourquoi, dans son homélie, Monseigneur Paul Abel Mamba a invité les fidèles chrétiens à prendre Marie comme exemple quotidien. Par le oui que la Vierge Marie a donné à l'ange, et donc à Dieu, l'histoire du salut de l'humanité a commencé. Car Marie devient une chance pour l'humanité. Oui, nous aussi, chacun est une chance pour notre monde aujourd'hui. Parce que par nous, comme par Marie, nous pouvons faire advenir le règne de Dieu dans notre monde, dans notre pays, dans notre diocèse, dans notre famille et dans notre communauté paroissiale. Le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Cette 7e édition, nous retenons plus les mots de l'évêque qui nous demande de prendre Marie comme exemple pour pouvoir suivre le Christ. Donc les mots de l'évêque, la venue des pèlerins, vraiment en masse, ça nous marque toujours. Le pèlerinage est un acte et un devoir religieux que tout chrétien se doit d'effectuer au moins une fois dans sa vie, à l'intérieur comme à l'extérieur de sa localité. Et c'est cette opportunité que le rendez-vous annuel d'Elenkin offre aux catholiques du diocèse de Ziguinchor. Une histoire qui date, c'est parti de 1974. Le curé de longtemps de la parole d'Ossuy, pour aider les paroissiens d'Ossuy qui ne devraient pas aller en pèlerinage à Popenguine, alors ils organisaient des pèlerinages ici à Elenkin pour être en communion avec ceux qui sont à Popenguine. C'est depuis 1974. Alors ça a commencé comme ça et voilà que ça fait déjà presque, ça c'est la 7e édition pour les pèlerinages nationaux diocésains. L'évêque Monseigneur Mexa, après avoir cédé le sanctuaire de Temento au diocèse de Kolda, a voulu que le diocèse vienne ici à Elenkin pour continuer cette expérience de pèlerinage. Et l'année passée, pastorale passée, nous avions 8 pèlerinages. Donc l'évêque, son souhait, c'est de voir chaque mois qu'il y ait des pèlerinages. Effectivement, presque chaque mois nous avons des pèlerinages. Matteo Renzi jette l'éponge. Le chef du gouvernement italien a annoncé sa démission après la publication des premiers résultats du référendum sur son projet de réforme constitutionnelle. Un projet rejeté hier par près de 60% des électeurs, un camouflet pour le président du Conseil italien, d'autant plus que le taux de participation a dépassé les 57%. L'expérience de mon gouvernement s'achève ici, dit-il. Je crois que pour changer ce système politique, dans lequel les dirigeants, toujours les mêmes, tournent sur différents postes sans changer le pays, on ne peut pas faire semblant, une fois de plus, que rien n'a changé. Les dirigeants ne changent pas leurs habitudes et ne quittent jamais leur siège. Je voulais supprimer des sièges en trop, je n'ai pas réussi et donc le siège qui saute, c'est le mien. La poltrona che salta è la mia. De la droite classique aux populistes, en passant par tous les extrêmes et même des frondeurs du Parti démocrate de Matteo Renzi, nombreux sont ceux qui ont fait campagne pour le non à cette réforme. Matteo Renzi voulait réduire les pouvoirs du Sénat et limiter les attributions des régions. Le nouveau chef de l'État autrichien est écologiste. Il s'appelle Alexander Van der Bellen. Il a 72 ans, c'est un universitaire. Et il a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle avec une avance confortable sur son adversaire d'extrême droite, Norbert Hofer. Celui-ci a d'ailleurs rapidement reconnu sa défaite.
J'ai toujours dit que le vainqueur serait un bon vainqueur et que le perdant serait un bon perdant. Et je demande à tous ceux qui ont voté pour moi d'accepter le fait que dans une démocratie, l'électeur a toujours raison, toujours, et qu'au bout du compte, nous devons ensemble réaliser l'unité, c'est très important. Une unité à laquelle Alexander Van der Bellen aspire également, alors que le pays s'est profondément divisé depuis un an. J'aimerais qu'au terme de mon mandat, dans 6 ans ou plus tard dans 6 ans, que ce soit dans la rue ou sur une place de village ou dans le métro à Vienne, les gens me reconnaissent et disent « Regarde, c'est notre président, pas le président, notre président », a-t-il déclaré lors d'une rencontre télévisée très conviviale avec son adversaire, à 1000 lieues des échanges parfois vifs qui avaient opposé les deux candidats. Cette élection aura été suivie de très près dans l'ensemble de l'Union européenne, l'extrême droite étant susceptible de voir l'un des siens accéder pour la première fois à la présidence d'un État membre. Alexander Van der Bellen a ainsi reçu les félicitations appuyées de nombre de dirigeants. C'en est vraiment fini du règne de Yahya Jammeh. De gigantesques posters de lui ont été détruits ce dimanche à Serekunda en Gambie. Tout un symbole. L'ère tumultueuse de Jammeh, chargée d'accusations de violation des droits humains, de menaces de mort, de surveillance et d'arrestations arbitraires, s'arrête donc. Tout le monde sera libre, tout le monde dira ce qu'il a envie de dire. Il n'y aura plus de Gambiens disparus, il n'y aura plus personne qui va se cacher parce que votre famille a un problème. Maintenant tout ça c'est fini. Yahya Jammeh, réputé pour être un des présidents les plus excentriques et impitoyables de la planète, a régné sur la Gambie pendant 22 ans.